de notre colloque. Je donne la parole à mon collègue, à mon co-président. Il va nous parler sur prise d'espace, patriarcat, féminisme, transgression, autour de l'evento dei Capelli de Salwa Salem. Une communication qui s'appelle intéressant, ou même très intéressant, dès son titre même. Écoutons-le. Ok, merci. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Mme Mihaela Chapelon pour m'avoir donné la possibilité de participer à ce colloque. Et aussi, je la remercie pour l'organisation. Et donc, la communication, c'est prise d'espace, patriarcat, féminisme et transgression autour de Convento nei Capelli de Salwa Salem. Alors, depuis plus de 20 ans, la littérature italienne a connu l'émergence d'une riche production littéraire des écrivains immigrés, que ce soit au niveau de la prose ou de la poésie. Selon les statistiques produites par la base de données Basili, que vous pouvez trouver sur Internet, selon cette base de données, la plupart des ouvrages réalisés par les écrivains immigrés ont comme auteur des femmes. La production littéraire féminine, qui a débuté peu de temps après celle des hommes, a porté au départ sur des récits autobiographiques. L'un de ces récits, c'est Convento nei Capelli de Salwa Salem, avec le vent dans les cheveux, pour le traduire en français. Donc, ce texte, publié en 1993, est le fruit d'une particulière collaboration entre femmes. Alors, on a la narratrice palestinienne qui a raconté son histoire, puis on a l'anthropologue italienne Laura Maritano qui a enregistré et rédigé le récit, et puis on a la fille de la narratrice qui s'appelle Ruba, qui a parachevé le travail après la mort de sa mère. Sans oublier aussi les efforts déployés par Elisabetta Domini du groupe féministe Visitare Luoghi Difficili en matière d'assistance et de conseil. Alors dans ce récit, la dimension spatiale est fondamentale. Non seulement parce que la narratrice ne cesse d'émigrer d'un pays à un autre, mais aussi pour les différentes réflexions développées par la palestinienne qui relatent la situation et le positionnement de la femme dans un espace traditionnel marqué par la culture patriarcale. Le propos de mon intervention consiste à voir comment la distinction entre hommes et femmes peut impacter la répartition de l'espace dans le récit de Salem et comment cette dernière a pu réaliser une transgression du système de rapport de force. Alors le récit de vie de Salwa Salem a tout d'abord une valeur thérapeutique. En effet, la narratrice, atteinte d'une maladie incurable, le cancer, est poussée par un besoin urgent de raconter sa vie, avant de disparaître pour toujours. C'est un défi qu'il décide de prendre contre l'oubli et l'absence absolue. Il s'agit essentiellement d'un acte de renaissance pour la narratrice mourante. Dans le prologue intitulé « La morte et la memoria », Salem explique son désir de vouloir laisser une trace de soi pour les autres, surtout les amis, à travers un récit sous forme de roman, évitant ainsi la proposition initiale de l'anthropologue italienne, rédactrice du récit, de présenter ce travail sous forme d'interview. Bien que la maladie de la narratrice ne soit citée qu'au niveau du prologue et non pas dans les chapitres de récit, elle a constitué pour Salem une véritable motivation pour la rédaction de ce roman et l'engagement d'une nouvelle lutte, une nouvelle bataille contre la mort. Lutte et bataille sont deux termes qui ont marqué le récit de Salem. Non seulement parce que le thème traité par le roman est celui du conflit israélo-palestinien, qui est un thème principal à l'intérieur du roman, mais surtout parce qu'il met en exergue l'esprit combatif de la narratrice. Ce dernier représente le fil conducteur du texte. Salwa Salem est née en 1940, en Palestine. Il débute le récit de sa vie par le mariage de son père et sa mère et décrit son enfance heureuse vécue à la ville de Jaffa. En 1948, intervient la Nakba. C'est la naissance, c'est un terme arabe qui signifie catastrophe, la naissance de l'État d'Israël. Et c'est à ce moment-là que la famille de la petite Salwa doit quitter la Palestine pour aller se réfugier à Naplouse en Cisjordanie. Salwa va rester dans cette ville jusqu'à l'âge de 19 ans. Vers la fin des années 50, elle va immigrer en Koweït, grâce à l'aide de son frère Adnan. Et elle pourra décrocher un travail d'enseignante dans une école pour filles. En même temps, Salwa va s'inscrire à l'université de Damas en Syrie pour continuer les études supérieures.
Par la suite, elle épousera un homme palestinien qui vit à Vienne. Et c'est ainsi qu'il pourra immigrer en Europe. Il vivra en Autriche 4 ans de sa vie, de 1966 à 1970. Et toutefois, l'expérience autrichienne va être décevante pour la narratrice à cause des sentiments de solitude et de vide qu'elle éprouvait, et aussi pour les motifs de racisme. Et c'est pour ces raisons qu'il décidera, avec son mari, d'immigrer à nouveau, cette fois pour l'Italie, à Parme. Et en Italie, la narration se conclut. Maintenant, c'était un résumé du roman, qu'on peut appeler un roman, parce qu'en réalité, c'est un récit de vie, récit autobiographique romancé. On peut dire que l'histoire de Salem représente une carte géographique. En effet, les parties du livre reflètent une cartographie de lieux visités par la narratrice. Les chapitres portent le nom des villes et des pays où elle a vécu de l'enfance à Jaffa jusqu'à l'exil définitif à Parme, en Italie. Salwa Salem raconte son expérience en se référant à plusieurs espaces. Salwa cherche dans l'espace à se distinguer comme personne, comme femme, et à exercer pleinement son libre arbitre. Toutefois, cette quête se trouve en conflit avec l'ordre établi dans la société patriarcale à laquelle elle appartient. Dès son enfance, Salwa se rendait compte qu'il y avait une discrimination vis-à-vis de la femme à l'intérieur de la société du Moyen-Orient. E il dit: Dopo il disastro del 48 avevo perso i privilegi di cui godevo a Jaffa. Cominciavo a provare gli svantaggi di essere nata femmina. Il raconte que son entourage ne s'intéressait pas beaucoup à son instruction, puisque l'avenir des femmes, dans l'esprit des familles orientales, ne peut se concevoir que dans le cadre de l'institution matrimoniale. Ensuite, il parle d'une tradition qui empêche les personnes de sexe féminin de marcher devant les hommes. La femme, selon cette coutume, doit toujours être un pas derrière l'homme quand ils marchent ensemble. Donc toujours la femme est derrière, l'homme avant. Et Salwa souligne aussi les privilèges distinctifs accordés par sa famille à son frère Adnan. Lui, il était le protégé de la famille. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Un jour, il a construit avec un rideau, un espace privé pour lire, manger et dormir, sans dérangement de personne. Salwa, face à cette situation confortable de son frère, éprouvait une véritable jalousie. Elle, qui n'avait que 8 ans à cette époque, devait aider sa mère dans les tâches ménagères et ne pouvait avoir les mêmes privilèges et la même liberté que son frère. Salwa explique le comportement de sa famille à l'égard de son frère par le fait qu'il est, son frère, qu'il est un garçon, mais surtout qu'il est l'aîné et qu'il est un garçon, mais surtout qu'il avait un caractère fort, rebelle. Et si Salwa n'est pas un garçon et ne veut pas l'être, elle est aussi rebelle que son frère. Son caractère insoumis se construira petit à petit depuis l'enfance. Le titre du récit est emblématique. Tout d'abord, il est significatif pour le discours du genre et du positionnement de la femme dans la société arabo-musulmane, spécifiquement celle du Moyen-Orient. En dialecte palestinien, ala hal sha'riha signifie laisser les cheveux libres, ou selon la traduction du titre du récit, être avec le vent dans les cheveux. Du point de vue de la société arabe, cela veut dire être transgressif, indiscipliné. Pour Salem, l'expression précitée représente une belle image de la femme, mais elle comporte une connotation péjorative aux yeux de la société. Salem illustre son récit par il raconte le jour où sa famille voulait lui faire porter le mandil, le voile, par force. Il dit: Una volta provarono sul serio a farmelo portare. Ricordo che mi infuriai, lo presi, lo gettai a terra e lo calpestai gridando: uccido tutti se mi costringete a portare questo orribile fazzoletto. Quindi il menace de tuer sa famille et les autres si quelqu'un cherche de lui obliger de mettre le voile. Pour Salwa, la liberté de choix passe avant tout. Elle préfère avoir les cheveux libres que d'abdiquer devant la tradition. Salwa veut prendre son destin en main. Ainsi, elle remet en cause les normes rigides d'un ordre traditionnel établi par une société où le pouvoir est au masculin. Alors, puis, il y a une question importante dans le récit, c'est la question de l'espace littéraire et aussi de l'engagement politique de la narratrice. Alors,
dans le contexte du roman s'inscrit l'indispensable quête d'espace de la narratrice. Celui de la lecture a une valeur très importante. Grâce à son frère Adnan, Salwa pourra lire d'importants textes de la philosophie occidentale. Et quand son frère sortait de la maison, il passait plusieurs heures à lire dans sa chambre les œuvres de la littérature mondiale. Dans un certain sens, Salwa abandonnait les devoirs féminins de la maison pour envahir l'espace du domaine masculin. Ainsi, il confesse: invece di pulire, mi mettevo a leggere, leggevo moltissimo, ero come una macchina che divorava libri, leggevo di tutto. Donc, il lisait dans la chambre de son frère au lieu de faire le ménage. Il lisait des romans des écrivains russes, Tolstoï, Gogol, Dostoïevski, américains, Hemingway, Steinbeck, français, Sartre, Simone de Beauvoir, mais aussi des grands auteurs arabes, Taha Hussein, Najib Mahfouz, Nizar Qabbani. Il trouvait plus d'affinité, toutefois il trouvait plus d'affinité avec la littérature occidentale, pour sa capacité à donner plus d'instruments pour comprendre la réalité. Il s'intéressait aux auteurs occidentaux qui traitaient plus ouvertement les grandes questions philosophiques et existentielles. Il envahissait aussi l'espace des frères de ses amis pour lire leurs livres. Il lui arrivait même de lire un livre par jour. Cette idée de la chambre comme lieu de lecture, qui fait penser à Une chambre à soi de Virginia Woolf, ne doit pas être vue comme un espace fermé, ou le contraire de la sphère publique. Non, en réalité, cet espace de lecture représente une fenêtre sur le monde pour la narratrice palestinienne. C'est grâce à la lecture des livres des écrivains occidentaux, surtout Simone de Beauvoir, qu'elle va réaliser son premier contact avec le féminisme européen. À 15 ans, Salwa va s'engager dans les affaires politiques de la Palestine, en s'inscrivant au Parti socialiste Ba'ath. Il y avait peu de filles qui s'intéressaient par la vie politique et Salwa faisait partie de cette minorité. Avec son activité partisane, Salwa endosse un rôle typiquement masculin dans la société arabe de l'époque. Pour la directrice de l'école, Salwa, avec son engagement politique, influençait négativement ses camarades. Son activité lui causa pas mal de problèmes à l'intérieur de sa famille. Un jour, dans la nuit, il ira en cachette à la maison d'un membre du parti pour récupérer des tracts à distribuer. Salwa raconte: Una notte, mentre i miei genitori dormono, con una compagna vado a casa di un ragazzo del partito. Mia sorella Iqbal, che mi adora ed è disposta a tutto per me, copre la mia fuga. Sono divisa tra paura dei soldati giordani e il timore di una violenta reazione di mio padre. Dal giardino disottoriamo i volantini e li nascondiamo sotto i vestiti. Per noi donne non è difficile. Nessuno si permetterebbe di perquisire una ragazza sotto la gonna. Ce passage est intéressant. Salwa nous montre déjà un avantage d'être femme, quand il dit que personne n'oserait la perquisitionner comme un homme. Le passage indique aussi une complicité entre femmes, entre sœurs. Salwa, tout au long de la narration, nous révélera la capacité des femmes à collaborer ensemble. Et je peux dire que ce roman, ce récit, est dédié aux femmes. C'est un roman typiquement féminin, et même s'il parle de guerre, qui occupe une valeur importante à l'intérieur du texte. Salwa a peur de la réaction de son père, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre son chemin transgressif. Il ne va pas s'arrêter là. Salwa va imposer ses choix et ses opinions aussi à l'intérieur du parti. Il va y avoir une manifestation. Au début, le parti va décider de l'annuler pour plusieurs raisons. Et Salwa va imposer sa position. Il avait seulement 15 ans. Elle va dire aux membres du parti: non, on doit faire cette manifestation pour la Palestine et on doit enlever le drapeau britannique du consulat en Palestine. Alors, le but de la manifestation donc, était celui d'enlever le drapeau britannique du consulat. À la fin de la manifestation, quelques camarades de Salwa meurent durant les affrontements et la narratrice se trouve blessée à l'hôpital. Plus tard, Salwa sera arrêtée par la police pour détention de crack et sera expulsée temporairement du collège avant d'y accéder à nouveau. Cette expérience va être difficile pour Salwa, puisque son père a tout découvert. Il était vraiment fâché, parce que Salwa cachait toujours cette vérité qu'elle fait des activités politiques. Elle faisait en cachette cela, et un jour, à travers cette manifestation, le père va découvrir tout. Et pour le père, sa fille était trop libre, au-delà des limites consenties. Dans ces circonstances, Salwa s'est cachée pour éviter les disputes et la colère de son père.
la question de la politisation de ces lois est importante pour la dichotomie homme-femme. La politique dans le cas palestinien est strictement liée à la guerre. Donc, la guerre, dans les cultures patriarcales, fait partie du domaine du masculin et non de celui du féminin. Ces lois ne veulent pas se conformer au cliché de la femme passive et soumise. Et il dénonce clairement à l'intérieur de la narration l'absurde amalgame trop souvent fait entre l'anatomie d'un être humain et son rôle dans la société. C'est dans cette perspective qu'il faut aussi analyser et interpréter les successives immigrations de la narratrice. Avant d'aborder cet argument, il faut noter que l'intérêt porté pour la politique accompagnera Salem tout au long de sa vie. Il voudra toujours participer au destin de son pays, la Palestine. La mère de Selwa, qui était soumise au père, même s'il avait un fort caractère, voyait dans l'engagement politique de sa fille quelque chose d'anormal. Pour elle, non era un lavoro da donna. Ce n'était pas un travail pour femme, celui de s'occuper de la politique. Il demandait à sa fille di essere una ragazza normale, di quelle che si preoccupano dei fratelli più piccoli, che aiutano a pulire la casa e a fare il bucato. Il frappait Selwa lorsqu'elle se sentait nerveuse et il protégeait par contre ses frères. La mère de Selwa avait les idées claires. Les garçons, les hommes, ont droit à plus d'autonomie et de liberté que les femmes. Selwa, il refuse d'épouser un cousin choisi par la famille. Il insiste qu'il est contre le mariage organisé. Pour Selwa, faire une bonne mère et une bonne épouse n'était pas la carrière à laquelle elle voulait aspirer. Elle avait d'autres projets. Continuer certainement, voyager, continuer les études et ne pas s'épouser maintenant. Et si elle accepte d'épouser, de se marier, elle se mariera avec quelqu'un qu'il aime, pas avec un mariage organisé. En fin du compte, Selwa a su s'imposer, mais elle a compris qu'il fallait faire quelque chose d'autre pour avoir plus de liberté dans la vie, vu qu'elle était toujours sous le contrôle des parents. Surtout après le départ de ses deux frères, parce que ses deux frères ont laissé Nablus pour aller en Koweït. Toute l'attention était posée sur elle. Pour les tantes de Selwa, il n'y avait pas de doute. Si une fille a déjà terminé la 3e année du collège, et donc a appris tout le Coran, parce que dans le Moyen-Orient, après la 3e année du collège, tu apprends par cœur tout le Coran. Donc, pour les tantes, c'est une fille a fini la 3e année du collège, et donc elle a appris par cœur le Coran, elle n'avait plus besoin de continuer les études. Elle était prête pour continuer le reste de sa vie dans le foyer. Selwa, pour ne plus être sous le joug de l'autorité des parents et de l'entourage et des traditions, décide de partir et de laisser Naples. Elle voulait au début, après avoir terminé le lycée, d'étudier à l'université de Damas. Mais son père a refusé. Mais il lui avait fait préalablement promis d'accepter son problème. Donc le père a changé d'avis. Au début, il a promis, ok, je vais te laisser voyager. Mais après, il a changé d'avis. Et pour se justifier ce changement, il disait qu'il n'était pas disposé à laisser sa fille vivre seule dans un pays loin et étranger. Car cela pouvait compromettre l'honneur de sa fille et donc aussi son honneur. Selwa ajoute à ce propos une phrase emblématique. Et il dit « Temeva che me ne andassi in giro ala halli sha'ri ». Donc, parce que cette phrase « ala halli sha'ri » qui signifie « avec le vent dans les cheveux », toujours est présente dans le roman pour dire qu'il fait quelque chose de mauvais, quelque chose qui ne doit pas être fait. Pour convaincre son père, Selwa va faire une grève de faim. Et donc, il ne va pas manger pour 3 jours. Mais cette action va lui permettre au début seulement d'aller à Ramallah, toujours une ville en Palestine, où il va entrer dans une institution de didactique de l'enseignement. Dans cet endroit, à Ramallah, qu'il décrit comme prigione dorata, prison dorée, et va passer peu de temps avant de réaliser son premier voyage migratoire international tout seul en Koweït, grâce à son frère qui va lui envoyer une invitation pour le rejoindre en Koweït. Alors dans ce cas, le père va accepter parce que dans ce cas, il y a aussi ses frères en Koweït, donc il n'y a pas de danger pour elle. Et Selwa n'arrive pas à s'intégrer à Ramallah et donc elle part pour le Koweït. Donc, la question importante, partir ou rester? Pour Selwa, c'est une question fondamentale.
Rester signifie la soumission à la tradition. Partir, c'est quitter la place naturelle, le lieu inné des femmes, le foyer, selon la culture patriarcale. Pour Salwa, partir signifie pouvoir construire une identité et un futur en pleine indépendance. Le départ comme décision propre est en quelque sorte un succès. Toutefois, la liberté tant convoitée par la narratrice va passer en Koweït sous le contrôle de son frère. Donc même au Koweït, elle va trouver un autre problème. Parce que maintenant, le père, c'est le frère. C'est lui qui exerce l'autorité. Ce dernier va assumer le rôle du père, de l'autorité masculine à l'intérieur d'une autre société, patriarcale aussi. Et dans le roman, elle donne toute une description de la société koweïtienne, qui est une société encore plus patriarcale du sein de la Palestine ou de la Syrie. Et Salwa nous révélera les contradictions de son frère et de ses amis marxistes. Parce que Salwa va dire que son frère et ses amis, ils disent, verbalement, à voix, ils disent nous sommes avec la liberté de la femme. Mais dans les actions, ils font le contraire. Surtout quand on parle de leur sœur, de leur mère ou de leur femme. Et ils critiquent ces contradictions. Mais aussi, Salwa, elle vit dans des contradictions propres à elle-même. Et Salwa se sentait à l'intérieur de l'entourage intellectuel en Koweït comme une ombre, le reflet imparfait de son frère. Elle se sentait étrangère quand elle se trouvait avec les amis de son frère. Cette situation confirme à Salwa que la femme, pour atteindre son autonomie et se libérer de la tutelle des hommes, elle doit accéder au domaine du travail et surtout à une entière indépendance matérielle et financière. Et cette idée, certainement, vous rappelle les réflexions de Virginia Woolf, contenues dans le déjà cité Une chambre à soi, pour la question de l'indépendance économique et puis l'indépendance de la société. Salwa va travailler et recevra un salaire. Et grâce à ce salaire, elle pourra s'inscrire à l'université de Damas pour continuer ses études. Elle assumera même le rôle typiquement masculin d'envoyer de l'argent et acheter des cadeaux à ses parents et à ses sœurs à Naples. Parce que ce rôle, d'habitude, dans les sociétés arabes, est lié aux hommes qui vont à l'étranger, que ce soit en Espagne, en France, en Italie ou en plusieurs pays étrangers, aussi dans les